Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est en Basse-Meuse que nous faisons escale. Nous pédalerons au départ de Visé et nous nous arrêterons chez sa voisine d'Oupeil. Vous le verrez, l'eau sera le fil conducteur de cette balade au cours de laquelle une place sera également faite au patrimoine bâti. En selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Une capitainerie, un petit port de plaisance et des oies qui bordent le halage seront les premières images que vous aurez de Visé. La cité des arbalétriers, arquebusiers et autres francs arquebusiers coule aujourd'hui des jours paisibles. En 1914, elle a inscrit à tout jamais son nom dans l'histoire de Belgique, devenant la première ville martyre du pays. L'hôtel de ville, qui trône majestueusement en bord de Meuse, n'a pas échappé à la Grande Guerre. Ce remarquable spécimen d'architecture mosane en briques, calcaire et tuffeau a été construit au début du XVIIe siècle. En partie détruit en août 1914, il a été relevé une décennie plus tard par les soins de l'Office des régions dévastées. Haut de 3 niveaux, il est surmonté d'un couronnement bulbeux caractéristique avec carillon. Après cette brève incursion dans cette bonne ville de la principauté de Liège, l'heure sera venue d'évoquer la plus illustre ambassadrice visétoise. Michael Scholz, bonjour. Vous êtes journaliste à RTC, nous sommes à quelques encablures de Liège. J'ai croisé pas mal d'oies sur le chemin, c'est normal, je suis à Visé. C'est logique, Visé, pays de loi. Loi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça a son histoire à Visé. Visé a une histoire très longue, mais parmi celles-ci, il y a eu une invasion, celle du prince-évêque Jean d'Arkel, qui en 1376 a finalement été exilé à Maastricht, a fait une invasion ici à Visé. Et la légende raconte qu'une jeune gardienne d'oie a pris l'étendard de l'ennemi et du coup a galvanisé ses troupes. Et c'est comme ça que les troupes visétoises ont gagné sur leur ennemi du jour. Et c'est comme ça aussi qu'est née la légende de l'oie à Visé. L'oie, on la retrouve aussi dans les assiettes, dans un plat traditionnel ici. Oui, l'oie à l'instar de Visé, c'est vraiment le plat typique de Visé. On le mange de préférence en automne, vers le 11 novembre à la Saint-Martin. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de découvrir un reportage sur l'oie à l'instar de Visé. Pour goûter l'oie à l'instar de Visé, tous les Visétois pointent un seul lieu, l'Ovie-Mayer. Cette adresse est devenue l'incontournable de ce mets ancestral depuis 60 ans. Alors l'oie, on la met dans le four parce qu'elle a été cuite dans du beurre pour que la graisse tombe un tout petit peu. Je prends l'oie, je la mets là. Moi, j'utilise des poros rissolés pour la garniture. Alors, on va faire une quenelle. Ça, c'est du chou romano avec des dés de carottes. Les carottes, elles sont un peu sucrées, elles apportent une douceur à l'amertume du chou. La sauce, c'est une sauce à base de crème fraîche, de fond de cuisson et de l'ail et du gingembre encore en supplément. Elle mangeait l'ail d'ours, la plante d'ail d'ours, donc il y avait déjà l'ail dans la chair, un goût d'ail dans la chair, et après ils ont rajouté du gingembre. Si vous prenez un tout petit peu le Visétois, il y a 200 familles, il y a 200 façons de faire l'oie à l'instar de Visé. Chaque année, on vient des 4 coins de la Belgique pour goûter à ce patrimoine culinaire de la Basse-Meuse. Du Vie-Mayer est née la confrérie de la délicieuse oie du Gai Savoir et bien mangier de Visé. Cette confrérie tente depuis 30 ans maintenant de ramener ce petit bout de patrimoine dans les maisons de l'entité frontalière. La confrérie a été créée un petit peu pour ressortir cette recette qui était un peu tombée en désuétude il y a une trentaine d'années. Et bon, la confrérie a été créée justement pour un petit peu la remettre à l'honneur. Et depuis 30 ans maintenant, en effet, on voit d'abord des Visétois qui recuisinent et qui refont de l'oie chez eux, à titre privé. Et maintenant, une bonne partie de nos restaurants affichent à leur carte l'oie à l'instar. Donc, on peut dire que le premier objectif fondamental est atteint. Avec l'oie à l'instar de Visé, la commune bassimo-mosane perpétue une recette séculaire qui continue de ravir les papilles gustatives. Oie un jour, oie toujours. L'estomac bien rempli, vous vous remettrez en route et arpenterez le quai de halage en bordure de Meuse.
Progressant au gré de l'onde, vous vous rappellerez que le fleuve constituait l'une des frontières entre le Saint-Empire romain germanique et la France jusqu'au XVIIe siècle. Arrivé à Hermal sous Argenteau, vous ne pourrez rater l'église Saint-Lambert, un sanctuaire d'une paroisse plus que millénaire. Classée, elle est dotée d'un riche mobilier, de statues et de sculptures diverses du XVIIe au XIXe siècle et de fonds baptismaux du XIIe siècle. Elle abrite aussi et surtout un remarquable cénotaphe avec 2 gisants en marbre noir de Theux. Ce mausolée funéraire, représentant Renaud V d'Argenteau et son épouse Marie, est l'un des derniers témoins de la longue histoire des seigneurs d'Argenteau. Vous poursuivrez votre balade le long de l'Onde, frôlerez l'île de Franche-Garenne, puis vous vous retrouverez bien vite dans un petit coin de paradis, la Gravière Broc. Cette ancienne zone d'extraction de gravier abandonnée a progressivement été remplie par la nappe phréatique pour donner naissance à un vaste plan d'eau d'une grande pureté. Le site, entièrement réaménagé depuis quelques années, constitue à présent un lieu de grand intérêt biologique et fait le bonheur des promeneurs avides de quiétude. À quelques coups de pédale de là, vous pénétrerez sur le site de Liège Trilogiport, une plateforme multimodale qui relie un véritable village logistique à l'eau, au rail et à la route. Pour que le projet s'insère au mieux dans son environnement, près de 40 hectares ont été consacrés à une zone d'intégration environnementale. Vous ne vous étonnerez donc pas de croiser en chemin pistes cyclables, vergers et jardins communautaires, pontons, passerelles et plans d'eau. Et de l'eau, il y en aura encore et toujours le long de votre route. Cette fois, ce sera celle du canal Albert. Ce canal à grand gabarit de quelques 130 km reliant Liège à Anvers a été inauguré en 1939 et élargi à la fin du XXe siècle pour permettre le passage de bateaux de 9000 tonnes. Après cette belle fugue fluviale, vous prendrez un peu de hauteur et gagnerez le cœur d'Oupey, la capitale wallonne de la fruiticulture. Serge Nekrasov, bonjour, vous êtes historien et bibliothécaire ici à Oupey. Derrière nous, c'est le château d'Oupey, un château qui est lié à une fameuse légende. Oui, c'est sans doute la légende que connaissent le mieux les habitants d'Oupey. Donc il s'agit de la légende d'Alpaïde. Alors on va planter le décor, les personnages d'abord, Pépin de Herstal, qui est l'arrière-grand-père de Charlemagne. Ensuite, il est maire du palais, donc on va dire grosso modo le premier ministre de l'époque. Ensuite, il y a Saint-Lambert, qui est une figure régionale prestigieuse ici, évêque de Tongres-Maastricht. Alpaïde, qui est la concubine de Pépin de Herstal, donc ce n'est pas sa femme légitime c'est Plectrude. Alors le décor, c'est un banquet qui se passe à Jupy, Herstal, on ne sait pas très bien, en tout cas dans un domaine que possède Pépin de Herstal. Et là est invité Saint-Lambert. Et à côté de Pépin de Herstal siège Alpaïde, sa concubine, évidemment, vous vous rendez bien compte que pour un prélat, Sacrilège. Sacrilège, évidemment. Et alors Saint-Lambert, lui, ne se prive pas de stigmatiser la liaison extra-conjugale de Pépin de Herstal, ce qui vexe évidemment terriblement Alpaïde. Et elle décide alors de faire tuer Saint-Lambert. Là, on connaît la suite, elle charge son frère Dodon de la piètre besogne. C'est là que le château entre en scène. Donc il y a probablement une des fenêtres du château. Alpaïde guettait un messager qui devait venir lui annoncer que le forfait était accompli. Et alors là, elle n'a pas eu à attendre. En fait, il y a des perles de sang. Au moment où Saint-Lambert a été tué, il y a des perles de sang qui sont apparues sur le bord de la fenêtre. Évidemment, ça stigmatisait Alpaïde pour son acte. Et paraît-il, ces perles de sang sont indélébiles. Alors là, on pourra les regarder, mais à mon avis, elles n'y sont plus. Il y a certaines personnes au XIXe siècle qui disaient qu'on en voyait encore les traces. Bon, ben non, on ne les voit plus, quoi. Donc ça avait quand même une certaine date de péremption. On parle d'Alpaïde, on parle de Saint-Lambert, on est 7e, 8e siècle. Est-ce que ça veut dire que ce château date de cette époque-là ? Impossible de le dire parce que la première mention d'un seigneur d'Oupey, je ne dis même pas un château, mais enfin en général un seigneur à un château, date du début du XIIe siècle.
c'est un peu distant, quoi. Bien plus tard, il y a un liégeois qui est très connu, qui est passé ici, qui a donné un autre cachet au château, c'est Curtius. Oui, Curtius qui est, on va dire, le Rothschild, c'est généralement l'expression qu'on utilise, le Rothschild, en tout cas un grand capitaliste liégeois au début du XVIIe siècle. Alors c'était un commerçant, essentiellement un entrepreneur, spécialisé dans les armes, dans les munitions, dans les poudres, mais aussi dans la sidérurgie. Et on peut imaginer que la seigneurie du pays, qu'il a rachetée, était une forme d'investissement. Alors il a non seulement racheté, l'état du château, au moment où il l'a racheté, ça, impossible de le dire, mais on sait pertinemment bien qu'il a fait la restauration de la tour, voilà, ici, et aussi il a donné un caractère résidentiel au reste du château, parce que étant munitionnaire, étant dans le domaine des armes, il savait très bien qu'un château médiéval défensif n'avait plus aucune raison d'être, autant des bombardes, des boulets, des choses comme ça. Donc c'était un château, c'est devenu un château résidentiel. Donc voilà l'histoire de Curtius. Serge, merci. Des histoires sur Oupey, vous en connaissez encore des mille et des cents. Je pense que je pourrais passer la journée avec nous. On a le temps qui est contre nous, hein, malheureusement. On doit continuer notre balade, mais avant ça, on va passer à notre minute du patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée au patrimoine ferroviaire et plus précisément au site des gares. Quand on parle de gare, on parle souvent de BV, de bâtiments voyageurs, avec ce qu'on trouve à l'intérieur, des guichets, des salles d'attente. Mais il y a aussi ce qu'on appelle HM, les hangars à marchandises, avec la cour à marchandises et le chargement qui faisait que vous pouvez charger des marchandises sur les wagons. Ça, c'est ce qu'on trouve sur le site des gares, mais il y a également énormément de petits patrimoines, parfois inattendus. Oui, on retrouve effectivement des petits patrimoines. On peut penser par exemple aux abris antiaériens qui permettaient de se protéger en cas de guerre, de combat. On retrouve sur les voies des heurtoirs qui permettaient aux wagons d'arriver en fin de course et de protéger le fait de ne pas quitter la voie. On parle aussi de jauge de chargement. La jauge de chargement, c'est une espèce de portique qu'on appelle gabarit qui permettait aux wagons de ne pas dépasser la voie et de circuler donc finalement en toute sécurité. Avant de rejoindre vos pénates, une dernière escale s'imposera à vous, celle de la station d'épuration de Liège-Oupey. Avec son allure futuriste, elle est la plus grande de Wallonie. En son sein, elle renferme l'horloge, à voir le temps couler, une clepsydre monumentale de l'artiste français Bernard Giton, unique en Belgique. Longuement, vous admirerez ce mécanisme complexe, mélangeant liquide, siphon et balancier. Et à tous les coups, vous vous laisserez envahir par un double sentiment ludique et poétique.